Bonjour à tous. Je vois qu'il y a pas mal de connexions qui sont en train de se faire, donc on va attendre quelques secondes supplémentaires et puis on va démarrer le webinaire. Le compteur s'appelle là. Je vois monter le nombre de participants. Donc, on va laisser encore quelques secondes aux derniers vivants. Allez, on y va. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par la Taverne du Testeur avec en tête d'affiche Elodie Bernard, Customer Success Manager chez Smart Testing. Smart Testing est un partenaire historique de la Taverne et fournit la logistique de ce webinaire. Et l'autre guest star de ce webinaire, c'est Benjamin Dutel, qu'on ne présente plus, tant il est actif sur la Taverne, sur LinkedIn, pour Paris Test Conf et pour Ministry of Testing. Sinon, Benjamin est coach test chez Klaxoon. Pour ma part, je suis Michel Guez, dirigeant de la société Smart Testing, et je vais jouer un tout petit rôle aujourd'hui dans ce webinaire, celui de Monsieur Loyal. Et à ce titre, je vous informe que ce webinaire durera environ 45-50 minutes, divisé en deux parties, une trentaine de minutes environ de présentation par Elodie et Benjamin, et une quinzaine de minutes dévolues à une session de questions-réponses. Cela veut dire qu'il ne faut pas que vous hésitiez à poser des questions par écrit en utilisant la fonction questions offerte par notre plateforme de webinaire. La fonction de chat étant plutôt réservée à des commentaires, des remarques diverses, des smileys, etc. Vous pouvez poser vos questions dès qu'elles vous viennent à l'esprit, et par écrit donc, et Elodie et Benjamin y répondront oralement pour tout le monde après leur présentation. Avant de commencer, je crois que notre hôte Marc a prévu une courte intervention. Je te laisse donc la parole, Marc. Bonjour à tous et merci d'être si nombreux. Donc voici le deuxième webinaire de la Taverne de l'année 2022. Malheureusement, il y en a un qui a dû être annulé, mais qui ne correspondait pas aux valeurs, enfin selon moi, des webinaires de la Taverne, qui sont là pour la curiosité avant tout, pour parler de sujets innovants, de manière différente de tester et pour pouvoir échanger. Comme dans les articles de la Taverne, on bannit tout ce qui est commercial et je trouvais malheureusement que ce qui était proposé était trop axé sur un produit ou un ensemble de produits et malheureusement, c'est net. J'ai préféré annuler plutôt que proposer un webinaire qui ne réponde pas à ces valeurs. Donc la Taverne a été créée il y a bientôt 5 ans et propose plus de 400 articles avec de nombreux auteurs. Et là, vous avez 3 auteurs sur ce webinaire. Benjamin et Elodie écrivent aussi de temps en temps dans la Taverne. Et on font des articles qui ont beaucoup de succès. La moyenne, c'est plus de 1000 vues par jour en 2021 et c'est la même chose sur l'année 2022. Et une chaîne YouTube pour revoir ces webinaires. Alors, quelque chose d'important, je remercie les sponsors de la Taverne qui permettent en fait d'avoir quelque chose sans pub, de totalement gratuit, parce que ça paye tout simplement l'hébergement et certains articles où il y a des dépenses. Donc Smart Testing, donc représenté aujourd'hui par Elodie Bernard et Michel. Certilog, qui propose des certifications liées aux tests logiciels, de passer des formations. Alors, Altran, part of Capgemini, ça c'est plus trop à jour, c'est dommage parce que en fait, je travaille pour eux. Maintenant qu'il y a le nom de Sogeti. All for Test, une SN spécialisée dans le test, et Testum qui nous a rejoint en début d'année, qui est une plateforme de crowd testing. Donc, on voit qu'avec les sponsors de la Taverne, on a quand même une vue assez importante du monde du test logiciel. Voilà. Donc sur ce, je vais laisser la parole à Benjamin et Elodie qui vont nous parler de la communication visuelle dans le test. Merci Marc. Effectivement, aujourd'hui, on va vous parler de la communication visuelle
pour le test. Et la première question à laquelle on va répondre, c'est finalement pourquoi aujourd'hui on veut parler de communication visuelle? Vous êtes peut-être en train de vous dire, c'est bien, on s'est inscrit à ce webinaire, mais finalement, de quoi ils vont nous parler? Et on ne va pas partir sur des grands discours théoriques, on va vous montrer, Benjamin et moi, directement pour nous, c'est quoi de la communication visuelle, et cela durant tout le cycle de vie d'un produit. C'est-à-dire pas uniquement focusé sur le test, mais de manière plus transverse. Bien sûr, on fera un focus sur l'applicabilité au test, et on vous délivrera aussi quelques conseils, mais ce sera quelque chose vraiment de transverse. Et comme l'a précisé Michel en début de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace questions, et on y répondra donc en fin de séance. Donc, comme nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de communication visuelle, je vais laisser Benjamin vous dire finalement pourquoi aujourd'hui on vous parle de ça. Ouais, merci Elodie, bonjour tout le monde. On voulait démarrer sur ce que peut être la communication visuelle avec une image que moi j'aime beaucoup, que j'utilise assez souvent à mon niveau, qui est cette image de Banksy, pour essayer de faire passer justement un message. Et tout l'intérêt de la communication visuelle, du visuel, c'est d'arriver à faire passer des messages très rapidement. On dit souvent un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Justement, tout l'enjeu de la communication visuelle va être de trouver le bon visuel, le bon graphisme pour faire passer des messages. Tu peux passer le slide d'après si tu veux, Elodie. Et du coup, dans la vie réelle, un petit exemple pour montrer que ça s'applique dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous préférez le petit symbole de gauche qui parle à tout le monde, qui est très visuel pour le coup, ou est-ce que vous préfériez un panneau avec tout le texte de droit qui veut dire exactement la même chose, hein, mais tout le texte de droit justement pour vous avertir qu'il est interdit de passer ici, que vous êtes susceptible de prendre une amende, que vous êtes susceptible de blesser des gens, que vous êtes susceptible de vous tuer, bref, tout ce que ça pourrait impliquer comme conséquence. Il va de soi que dans la vie de tous les jours, on préfère largement le symbole de gauche plutôt que que tout le texte de droite. Et le management visuel, la communication visuelle, ça va être justement tout l'enjeu. Trouver les bons visuels pour faire passer des bons messages et pouvoir rapidement finalement avoir la même information distribuée et communiquée à tous. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on va faire à travers une démo, c'est-à-dire de la définition du besoin métier jusqu'à la mise en production, et cela en passant par la partie testing et le suivi de projet. Donc, pour vous expliquer un peu comment notre démo va se dérouler, on va vous passer différents écrans, différents boards, et vous décrire un peu chacune de ces étapes à travers des visuels. Donc, on va commencer par le premier visuel qu'on voulait vous montrer. C'est-à-dire, dans le cadre d'un projet, une des premières étapes qu'on voudrait pouvoir faire, c'est un kick-off, c'est-à-dire on se pose les questions, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est notre premier exemple, et c'est ce que Benjamin va vous présenter à travers l'exemple de projet qu'on voudrait traiter ici. Ouais, merci Elodie. Effectivement, projetons-nous, on a pris un petit exemple tout simple, c'est une entreprise qui se pose beaucoup de questions sur comment gérer ses notes de frais, une petite entreprise à taille humaine, 250 personnes, 300 personnes. Et ils ont une problématique, c'est que systématiquement, finalement, ils se retrouvent à perdre des justificatifs parce qu'ils sont en mode un peu papier, j'imprime le papier, je remplis à la main au papier. Et ils essaient de voir, en fait, finalement, avec quelques développeurs de leur équipe, comment ils pourraient se doter d'un outil pour les aider. Et bien, imaginez que la personne qui est en charge de ce sujet-là a récolté tout un ensemble d'informations. Et vous pouvez très bien utiliser du visuel, justement, pour essayer d'orchestrer, expliquer, finalement, passer des bons messages à l'équipe. Vous voyez là, il y a un code couleur qu'on a utilisé. Nous, on utilise beaucoup chez Klaxoon, ce genre de choses, pour essayer d'expliquer finalement le problème, le besoin. Donc, en première information, on va utiliser on va utiliser le rouge pour expliquer le pourquoi. On peut utiliser du jaune pour expliquer le quoi, à qui ça va s'adresser, comment on pense y arriver, les objectifs que l'on espère atteindre. Et derrière, donc, la personne a préparé justement pour ce kick-off-là des visuels un tout petit peu plus détaillés. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque point, ce n'est pas l'objet de faire toute la fonctionnalité réellement, mais c'est pour vous expliquer que voilà, on peut très bien dire le quoi. On va chercher à réduire justement les erreurs de paiement de notes de frais qui arrivent souvent parce qu'il y a des pertes de justificatifs, qui arrivent aussi parce que des fois, il y a des déplacements qui ont été effectués alors qu'ils n'ont jamais été autorisés par le management. Donc, du coup, on se retrouve un petit peu contraint et forcé de payer alors que finalement, ce n'était pas prévu. Donc, voilà, donc on va essayer de répondre à ce quoi. Pour qui? Pour les RH, pour le management. Finalement, pourquoi on veut faire tout ça? Pour optimiser les frais de déplacement, pour gagner en efficacité.
Voilà. Et voilà, on va utiliser le visuel, je ne vais pas vous les faire tous, mais on va utiliser le visuel pour justement essayer d'apporter un petit peu plus de messages et rapidement savoir où est-ce qu'on veut poser notre œil derrière. Et ça va aider finalement à l'atelier, ça va faciliter finalement les gens à poser leur regard au bon endroit par rapport à ce dont on est en train de discuter derrière. Et ça peut aller jusqu'à ce que Élodie va vous présenter juste ensuite. Effectivement, c'est-à-dire on peut partir déjà d'une première représentation visuelle où on va créer différents mémos, différentes cartes, et après on peut aller encore un peu plus loin dans la structuration, c'est-à-dire finalement mon sujet c'était quoi? C'était de créer cette demande de déplacement et de gérer nos notes de frais. Donc on va essayer un peu de se positionner et puis on peut même aborder un peu la notion des personas, c'est-à-dire on sait qu'on va avoir un employé, on sait qu'on va avoir un manager et on sait qu'on va avoir notre département RH. Et après on peut déjà se poser un peu la question, comment tout ça va s'orchestrer? Donc ici, j'ai décidé de le faire dans Yest pour faire un parcours applicatif. C'est-à-dire, je fais déjà une demande de déplacement. Ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire, mon employé, il va faire sa demande de déplacement. Ensuite, son manager, il va la valider ou non. Ensuite, la demande de remboursement pourra être faite par notre employé. Et enfin, c'est le service RH qui arrivera en fin de processus pour valider ou non le remboursement de cette note de frais. Et donc là, à ce stade, on garde une vision encore très haut niveau. Mais en tout cas, on commence avec les éléments que nous avons à notre disposition à faire différents visuels sous forme de cas, sous forme de parcours applicatif pour justement commencer à réfléchir donc sur notre besoin. Donc là, ici, on est sur un premier atelier, on est sur un kick-off et ensuite, on va pouvoir passer et aller un peu plus loin et on peut imaginer donc cela dans un atelier donc comme un brainstorming. Toi, Benjamin, tu voulais rajouter des éléments au niveau de cette représentation? Oui, je vais dans ton sens. Effectivement, c'est extrêmement visuel. L'équipe peut tout de suite se projeter assez rapidement sur, grosso modo, comment ça va s'articuler. Et ce genre de visuel peut aussi déjà pointer des incohérences. Donc nous, là, on n'en a pas fait d'incohérences volontairement, mais imaginons entre la partie visuelle que je vous ai pointée juste à gauche et puis le résultat d'une autre réflexion, justement un peu plus processus métier, on se rend compte que finalement, il y a déjà des écarts. On pourrait déjà, en équipe, au moment de l'atelier, à mettre en visibilité ces écarts-là, et c'est déjà ça de gagner plutôt que de les découvrir bien plus tard. Tout à fait. Et donc, comme on vous le disait, là, on est encore assez haut niveau, donc c'est pour ça qu'on va raffiner. Donc, comment est-ce qu'on raffine? Eh bien, ça peut être à travers un brainstorming. Donc là, pareil, Benjamin, je pense que tu peux nous présenter le résultat de ce brainstorming. Exactement, c'est le résultat. Donc, hop, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. L'équipe est repartie effectivement de cette représentation qui a été faite côté Yest sur finalement le processus métier et elle s'est posé la question sur comment elle pouvait effectivement alimenter tout ça. Et elle en est arrivée finalement à se poser des questions, notamment sur les employés. Et se dire, s'il y a des employés, si finalement ils sont un peu typés, dans le sens où il y a des managers, il y a des RH, il y a des rôles, est-ce qu'on n'est pas en train de se dire qu'il faut aussi tout un back-office pour gérer ses employés? Quelque chose qui n'apparaissait absolument pas du tout dans un premier jet. Et donc, l'équipe, en réfléchissant, se dit, oui, effectivement, il va falloir qu'on décortique tout ça. En posant des questions, ils se sont rendus compte qu'il y avait tout un back-office qui devait être mené et que pour eux, ils pensent devoir le faire en US1 parce que ça va être assez structurant pour la suite. Ils se sont posés également une autre question. Créer une demande de déplacement. Ouais, c'est super, mais en fait, il ne faudrait peut-être pas que la personne puisse être authentifiée pour qu'on puisse savoir la légitimité de cette personne-là, qui elle est finalement sur le système. Effectivement, ça n'apparaissait pas non plus. L'équipe s'est posé la question et ils en ont dégagé finalement une US2. Et l'équipe continue de réfléchir à comment elle voit des découpages qui commencent à arriver collectivement. Elle commence à poser des questions pour affiner un petit peu certains points, obtenir des informations un petit peu plus précises de la part finalement du responsable qui avait déjà travaillé un certain nombre de choses. Et c'est comme ça que l'équipe peut arriver avec finalement un ensemble de questions, de réponses qui ont été données, des US qui se dégagent, et puis les équipes ont tracé le contour de chacune des US, ce qui permet déjà là de voir un périmètre finalement assez bien délimité. Et quelqu'un qui n'aurait pas participé à l'atelier peut très bien aussi arriver et voir le résultat de cet atelier et finalement visuellement assez rapidement il voit effectivement que ça a l'air de se découper en 6 US
et que l'équipe a déjà une vision assez claire finalement de comment elle va orchestrer la suite. Effectivement, là, c'est bien parce qu'on a vraiment une base, c'est-à-dire on a fait un kick-off, on a fait un brainstorming, on a des US à notre disposition. Et là, pareil, donc on vous montre sur un visuel que nos US, elles ont été, entre guillemets, créées. Rien n'empêche à côté d'avoir un support d'un outil de gestion de projet tel que Jira pour après entrer vos US à la main, pour faire votre gestion de projet, pour les imputations, etc. Mais là, l'avantage qu'on a ici, c'est qu'on a quelque chose vraiment de visuel, c'est-à-dire qu'on a un parcours qui a été défini, on a été capable de rapprocher nos US à ce parcours-ci et déjà se poser des questions, y répondre. Et évidemment, l'étape qui va suivre, ça va être de raffiner ces user stories, parce que pour l'instant, c'est encore assez haut niveau, donc il faut réfléchir un petit peu plus loin. Ou en tout cas, petit à petit, on prend les éléments, on les raffine, et tout ça de manière visuelle. Donc là, c'est pour ça qu'on va continuer un peu plus loin, c'est-à-dire maintenant, nos US, qu'est-ce qu'on peut en faire d'un point de vue visuel? On peut faire de l'example mapping. Et ça, je vais laisser Benjamin vous présenter ce qu'on peut faire ici. Donc l'example mapping, c'est quoi? Je vais le redéfinir rapidement. C'est une pratique qui a quelques années maintenant, qui a pour objectif d'essayer de rentrer un peu plus dans le niveau de détail d'une fonctionnalité, d'une US, par exemple, et essayer au sein d'un atelier commun, souvent avec développeurs, product owners, testeurs, les règles de gestion qui se dégagent finalement de l'US qu'on a à mener, et parfois on a besoin aussi de carrément concrétiser les règles de gestion avec des exemples pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Toutes les règles de gestion n'ont pas besoin d'avoir des exemples, mais voilà, par le jeu des échanges, les exemples vont permettre d'illustrer finalement des règles et mieux comprendre ce qui est attendu derrière chaque règle. Il y a aussi tout un ensemble de jeux de questions et réponses qui peuvent être menés justement pour aussi tendre vers un peu plus de précision, vers un peu plus d'information. Voici le résultat d'un example mapping sur l'US numéro 5. On a décidé de dire que les 4 premières US étaient déjà faites et satisfaites dans notre démo. Et sur cette US 5, on voit qu'on assez rapidement, juste par le visuel, on voit qu'on se retrouve avec 3, 6, 8 règles, en comptant juste le bleu. Donc c'est assez visuel. Très rapidement, on voit qu'il y a 8 règles. Notre US semble pas si grosse que ça reste raisonnable. On voit qu'il y a un certain nombre d'exemples qui ont été posés sur certaines règles, que toutes les règles n'ont pas eu des exemples. On voit qu'il y a eu des questions posées et que visiblement, elles ont toutes eu une réponse en vert, ce qui veut dire qu'il ne reste pas de questions en suspens. Donc, ça sous-entend que derrière, moi, si j'étais le manager de l'équipe, je peux me dire, tiens, il n'y a plus aucune question en suspens, donc normalement, l'équipe est en mesure de démarrer, puisqu'il n'y a visiblement plus de point d'interrogation. Si à l'inverse, il y avait eu des questions qui étaient en suspens, j'aurais été voir l'équipe pour dire qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche d'obtenir une réponse, est-ce qu'il y a besoin d'une équipe autre pour vous accompagner, est-ce qu'il y a besoin de dérisquer quelque chose? Voilà, essayer de comprendre pourquoi des questions peuvent rester en suspens. Et ça, visuellement, on peut le voir très rapidement, juste par un jeu de coloration, finalement, de visuel, où on peut faire très rapidement passer ces informations-là. Donc là, l'autre point aussi qui peut être intéressant dans ce genre de visuel, nous, on n'en a pas mis beaucoup pour l'exercice, mais imaginez vous vous retrouvez avec une US et vous avez 50 règles de gestion. Donc, vous vous retrouvez avec du bleu dans tous les sens. Qui dit 50 règles de gestion, il y a sûrement une forte probabilité qu'il y ait plein de verts aussi dans tous les sens au niveau des exemples. Là, vous pouvez poser la question, dire, ça a l'air beaucoup trop gros cette US. À mon avis, il va falloir peut-être faire un travail de redécoupage. Il y a une forte probabilité que si c'est trop gros, ça va être compliqué à mener, ça va être sur un temps long. En agilité, on aime bien les temps courts en général. Peut-être qu'il faut retravailler le découpage. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un MVP au sein de cet ensemble-là pour être peut-être un peu plus focus sur ce MVP et se concentrer là-dessus, le sécuriser et travailler la suite peut-être dans une US 5 bis ou une US, du coup ça ferait 7, on est déjà à la numéro 6, et reprioriser du coup la numéro 7 par rapport à la 6. Voilà, ça peut tirer ce genre d'interrogation et ça peut être vu rapidement juste par du visuel. Du coup, derrière. Et je crois qu'Élodie, tu avais, toi, une représentation sur Yest du résultat de cet example mapping également. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est vrai qu'à partir d'ici, donc on a une représentation donc, des différents requirements. Et ce que disait Benjamin qui est important, c'est que là, à ce stade, on peut se dire, on est prêt finalement à commencer. On est prêt à se dire, on va rentrer dans une phase de développement, à entrer dans une phase de conception de test. Et effectivement, on a toujours des supports visuels pour le faire. Donc moi, effectivement, ici, j'en ai fait une synergie dans Yest.
si on reprend finalement le parcours qu'on vous a présenté au début, déjà, on peut voir qu'on a géré cette connexion au début en se disant, effectivement, oui, il faut qu'on pense bien tester la connexion. Et ensuite, on enchaîne toujours les mêmes étapes que l'on avait définies précédemment. Et là, on a fait un focus sur cette fameuse US5 où on va demander le remboursement. Là, au niveau, on n'a pas besoin d'entrer dans le détail, on veut voir comment notre application s'enchaîne, c'est-à-dire se connecter, créer la demande, etc. Mais demander le remboursement, on a fait un example mapping et on veut aller plus loin. Donc comment? On peut très bien avoir une notion de parcours imbriqué dans des parcours et on peut aller dans le détail. Donc là, si je reprends mon US5, on commence tout doucement, c'est-à-dire je commence par quoi? Accéder déjà à cette interface. Et par exemple, j'ai représenté le traitement du premier requirement qui était une demande de remboursement ne peut se faire que si le collaborateur a un déplacement validé. Donc là, c'était une de nos premières petites cartes. Et en dessous, on avait aussi toute une suite d'exemples pour savoir dans quel cas, finalement, on voulait que cette demande elle soit possible. Et donc là, pareil, on peut très bien retrouver les différents cas. Donc, savoir qu'il y avait le cas où notre employé il avait fait une demande de déplacement qui était déclarée, un autre où c'était déclaré mais pas validé, etc. Et donc, on a déjà une réflexion finalement sur les différents cas métiers qu'on va traiter et on peut déjà initialiser un peu les étapes de test qu'on va mettre en face. Ensuite, on vous parlera plus en détail du point de vue testing. Mais déjà, à ce niveau, sans savoir exactement si tout est bien finalisé, si on a bien toutes les règles de gestion, on peut déjà commencer à avoir des réflexions et se dire, de toute façon, on a déjà fait un example mapping, on sait déjà qu'on va avoir 4 cas à traiter, et bien directement, je sais qu'au niveau de ce requirement-là, j'aurai déjà 4 cas possibles. Et après, on enchaîne, on fait notre saisie, on valide les remboursements. On avait aussi des règles où on pouvait modifier la saisie, la supprimer, etc. Et bien ça, c'est toutes des choses qu'on peut faire apparaître visuellement pour savoir un petit peu ce qui se produit dans notre démarche. Donc là, très visuellement, on sait qu'on a différents choix possibles après la validation de la demande. Et ça peut être intéressant de voir ce qu'il est possible de faire ou non. Et donc tout ça va participer ensuite à la conception des tests. Mais avant de passer vraiment à cette partie conception des tests, je vais déjà laisser Benjamin vous présenter sur un nouveau board comment est-ce qu'on gère nos tests. Et juste pour compléter, Elodie, avec la partie précédente, vous voyez que moi, ce que je vous ai présenté, c'est plus l'atelier de co-construction, de co-idéation, finalement, sur qu'est-ce qui se dégage comme règle de gestion, comme exemple. Et Elodie, elle, vous présente finalement le résultat de la conception métier, comment on va plus loin dans la conception métier. Et vous voyez qu'on arrive finalement à une vue graphique d'une forme d'algorithmie qui commence à se dégager. Algorithmie orientée processus métier, bien sûr, mais comment finalement on va exploiter le visuel pour des objectifs différents, pour de la communication et de la co-construction, justement, entre... on est en idéation, et puis ensuite, on commence à construire quelque chose d'encore plus concret que les outils vont nous aider à supporter, finalement, pour être encore plus efficace derrière. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, justement, d'avoir vraiment les deux prismes-là, tout en utilisant du visuel, mais vraiment complémentaires pour aller vers une meilleure construction, finalement, de la fonctionnalité. Et on peut donc passer maintenant à la partie testing. Du coup, hop, je suis pastillé, voilà. Pareil, côté testing, ce qu'on peut faire, je vais prendre la synchronisation. Côté testing, là, je vous montre donc un peu en mode reculé. Chez Klaxoon, nous, on a tendance à faire du no test case. C'est un choix, parce que c'est ce qui nous correspond aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'ALM. Et on a tendance à fabriquer nos plans de test de manière complètement visuelle, justement, comme vous le voyez là. Donc là, pour l'exercice, j'en ai construit un de manière complètement visuelle. On verra qu'Elodie viendra le compléter pour ceux qui ont besoin d'aller plutôt vers du scénario, du cas test, 1, 2, 3, 4, du cas test scénarisé. Voilà, je vais y arriver. Pour ceux qui ont besoin du cas test scénarisé, on verra qu'on peut complètement poursuivre le processus, justement avec d'autres outillages qui viennent compléter ça de manière automatisée. Mais en mode visuel ici, on a tendance, nous, à utiliser des légendes assez claires sur ça a exécuté, c'est OK, réserve KO. Souvenez-vous, en test, on parle justement souvent du vert et du rouge. Déjà là, on fait du management visuel quand on parle de vert et de rouge. C'est quelque part une forme d'information très rapide pour dire vert, ça sent plutôt bon, rouge, ça sent plutôt pas bon. Voilà. Et donc, nous, on utilise aussi d'autres codes couleurs potentiellement pour apporter d'autres informations sur des observations, des notes ou du hors périmètre. Et là, on a construit un point de test
où assez rapidement, on peut voir qu'on a prévu du test pur fonctionnel, on a prévu des tests de sécurité, on a prévu des tests de performance, on a prévu des tests d'utilisabilité, et également, on s'est projeté sur la compatibilité navigateur, de manière un peu plus large, forme de quelque part une sorte de portabilité. Et assez rapidement, on peut se dire, bon, côté fonctionnel, on a décidé de ne pas conserver tout le détail ici. On voulait juste avoir une vision très synthétique par US ici sur est-ce que les US sont globalement satisfaites ou pas. Le détail est plutôt dans un Jira, par exemple. Et on se rend compte que rapidement, oui, il y a une US qui ne semble pas être complètement et bien satisfaite, puisque apparemment, au moment où on veut supprimer une dépense, on prend une erreur 500 côté back. Pour ceux qui ne veulent pas, qui ne savent pas, mais l'erreur 500, c'est le mal dans le monde du web. Donc, ce n'est pas tip-top. Donc, il y aura sûrement quelque chose à regarder sur ce qui s'est passé ici. Côté performance, par exemple, l'équipe qui s'est occupée de ça dit clairement que 10 personnes en simultané, ça ne pose aucun souci. Par contre, si on se met à l'échelle de l'entreprise, arriver à 200 personnes, ça commence à être compliqué. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut considérer que 200 personnes qui font une demande de remboursement exactement au même moment, c'est réaliste ou pas? L'entreprise, visiblement, considère que non, c'est de l'ordre de l'acceptable. Dans d'autres contextes, on pourrait considérer que c'est de l'ordre de l'inacceptable. Imaginez le bouclage de fin de mois et puis tout le monde à la même date, on ouvre le service pour faire les notes de frais, il y a des chances que les gens se ruent pile poil à ce moment-là, ça pourrait être vu comme non acceptable. Question de point de vue, finalement. Côté utilisabilité, on voit que tout est rouge et personne ne s'est posé trop la question de l'utilisabilité. Sans rentrer dans le détail de partout, l'idée ici, c'est la prise de décision. Donc là, avec un visuel comme ça, vous pouvez très rapidement décider de dire est-ce que, en l'état, le produit, on le met en production ou pas. Là, le manager peut très bien dire regarde-moi de ce que je vois rien finalement de complètement bloquant pour mettre cette première version en production, moyennant un usage restreint à certaines personnes, peut-être un projet pilote, puisque finalement, supprimer la dépense, ok, on prend une erreur 500, mais ça ne permet pas de la supprimer. Donc, quelque part, on ne créera pas d'inconsistance dans la base de données, donc on peut le voir comme corrigeable après coup. L'utilisabilité, on peut très bien se dire, on va dans un premier temps sélectionner un projet pilote sur lequel il n'y a pas de personnes en condition de handicap et donc éviter l'effet difficile pour ces personnes-là et on va pouvoir les traiter dans un deuxième temps. Pour la performance, l'équipe a mis de côté et pour la partie sécurité, l'équipe a également mis de côté que ça pouvait se faire dans un deuxième temps. Par exemple, ça peut être une prise de décision. Dans un autre contexte, peut-être qu'on dira, non, l'utilisabilité, ça ne peut pas sortir sans et on bloquera la mise en prod parce qu'il faudra d'abord que ce soit pris en correction avant de sortir les choses, l'utilisabilité. Donc, ça peut aider à une prise de décision rapide, en fait, et faire du reporting très rapidement, d'utiliser du visuel. Et je crois qu'Élodie, toi, tu avais du complément à proposer de ton côté. C'est ça. Ici, c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une vision haut niveau et surtout de tous les niveaux de tests qu'on cherche à couvrir, que ce soit au niveau des tests fonctionnels, nos tests de sécurité, etc. Et moi, ce sur quoi je voulais apporter du complément d'un point de vue visuel, c'était au niveau de nos tests fonctionnels. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous êtes testeur, vous avez plutôt l'habitude, peu importe l'outil que vous utilisez, d'avoir une démarche plutôt scénario de test, c'est-à-dire avoir un ensemble d'actions et de résultats attendus, d'exécuter vos campagnes de test. Et peut-être que ce management visuel peut un peu vous troubler en vous disant, mais finalement, comment moi je vais m'y retrouver? Eh bien, un élément complémentaire d'un point de vue de la gestion visuelle, ça peut être en fait à partir de ces représentations visuelles, en fait, de produire des scénarios de test. Précédemment, je vous avais montré que dans les différentes artefacts, on peut mettre des étapes de test. Donc, les étapes de test sont des choses dont on a l'habitude de traiter dans le domaine du testing. Et en fait, grâce à l'enchaînement des étapes de test qui vont être présentes dans nos différentes petites bulles et éléments, on est en capacité de générer automatiquement des scénarios de test. C'est ce que j'ai produit ici. Donc, on voit à haut niveau qu'on couvre notre parcours de bout en bout. Et si on va dans le détail de la demande de remboursement, on voit qu'on est en train de couvrir spécifiquement le cas où on essayait de supprimer notre demande de remboursement après l'avoir validée. Le cas justement que Benjamin disait que là, vraisemblablement, il y avait un bug dessus. Et donc ici, visuellement, eh bien, on va voir nos tests, quelle est leur couverture sur notre parcours applicatif, voir les différentes étapes qui couvrent ce
petit parcours particulier, hein, qui est la demande de remboursement. Et on peut encore aller plus loin, c'est-à-dire, ici, je suis restée volontairement très haut niveau. Vérifier qu'il n'est pas possible de supprimer une saisie. C'est assez haut niveau, on nous dit juste que la suppression n'est pas possible. Et ça, c'est le genre de choses que vous pouvez écrire à un moment donné, parce que vous savez que vous allez devoir le vérifier, vous savez qu'on n'est pas supposé pouvoir le faire. Par contre, le savoir le comment du pourquoi, est-ce que ça va faire une pop-up, est-ce que ça va loguer quelque chose, peut-être que dans un premier temps, vous ne le savez pas, et que vous allez aller plus loin à un moment donné, vous pouvez vraiment choisir le niveau que vous souhaitez. C'est-à-dire, soit vous dire, j'aurai la représentation visuelle, je vois qu'on a traité le cas où c'est supprimé, je ne vais pas plus loin. Regardez l'aspect textuel, donc vérifier ce qui avait été écrit à haut niveau. Et on peut même aller dans un niveau qui est encore plus détaillé, c'est-à-dire ce qu'on appelle les descriptions détaillées ici, où on voit qu'effectivement, au niveau de la suppression de notre note de frais, on dit bien attention, lorsque je ferai mes tests, il faudra que je consulte mes logs, il faut que je vérifie qu'il n'y ait pas de suppression possible, qu'il y ait bien un message d'erreur affiché à l'écran et que les logs indiquent une erreur 403. Donc, on a vraiment la possibilité soit d'être très haut niveau, juste avec des fiches, aller un peu plus loin dans de la rédaction de tests, envie de dire traditionnel, c'est-à-dire un enchaînement d'actions et de résultats attendus. Parce qu'à un moment donné dans notre projet, on a besoin de le faire, on peut le faire. Et on peut aller encore plus loin en apportant du détail avec des descriptions détaillées. Donc, on peut vraiment choisir le niveau que l'on souhaite, c'est-à-dire un niveau transverse, un niveau US. Ça, c'est vraiment libre par rapport à la manière dont vous vous trouvez dans votre projet. Est-ce que vous êtes en train de concevoir vos tests d'US? Est-ce que vous êtes en train de faire de la non-régression? Ça, c'est vraiment à vous de le choisir. L'important étant que vous ayez un support visuel pour vous aider dans votre démarche tout au long du projet. Donc là, c'est cet aspect-là que je voulais vous présenter en complément. Est-ce que toi, Benjamin, tu as des éléments complémentaires à nous apporter ou est-ce qu'on passe à la suite? Ouais, pour compléter ce que tu dis, Elodie, posez-vous toujours la question de à qui vous vous adressez en fait. Quel message vous voulez faire passer, pour qui et pourquoi. Moi, dans ce que je vous ai présenté, on va être plutôt sur une vision obtenir une synthèse rapide, une réflexion rapide en équipe sur ça a l'air bon, ça a l'air pas bon, et la prise de décision rapide. Elodie a présenté à peu près la même chose qu'on est à haut niveau. Par contre, si on descend dans le détail, ça sera plutôt à des fins justement de comprendre pourquoi quelque chose est en échec, ou à des fins d'audit, pour comprendre qu'est-ce qui a été réellement fait. Mais du coup, vous ne vous adressez pas forcément aux mêmes personnes, aux mêmes interlocuteurs, et vous ne cherchez pas à faire passer les mêmes messages. Donc, tout est question vraiment de quel visuel je vais utiliser, à quel point je dois être dans le niveau de détail, à quel point je dois être très tabulaire, très Excel, finalement, dans l'approche rédactionnelle, ou au contraire, est-ce que je peux remonter à du visuel, à du collaboratif, pour rapidement, finalement, tendre vers la bonne information, vers les bonnes personnes. Ça va vraiment être à vous de voir selon vos besoins, selon votre contexte, et à chaque contexte, finalement, vous allez adapter comment vous allez consommer tous ces outillages et cette manière de faire de la communication visuelle. On peut passer à la suite si tu veux. Donc effectivement, on va passer sur le suivi des US, donc à travers un autre tableau. Et petit aparté, on pourra, après la séance, vous fournir donc les différents visuels qu'on a utilisés. Comme ça, vous pourrez voir dans le détail les différents éléments qu'on a abordés aujourd'hui. Et oui, donc le dernier petit point qu'on voulait vous présenter, c'est, imaginons, on a fait beaucoup de focus sur l'aspect testing, mais le test s'inscrit dans une vision plus large, et puis souvent il y a besoin aussi de faire du suivi. Le suivi des US, alors là c'est un exemple parmi d'autres, mais le suivi des US peut également fait en mode management visuel. On parle beaucoup, souvent en agilité, de board Kanban. Par exemple, les boards Kanban, quelque part, c'est très graphique. C'est to do with done en anglais. On peut très bien représenter les US de la même manière. Donc là, l'équipe a décidé de choisir un visuel relativement simple, du vert quand c'était complètement fini au niveau équipe. Une petite colonne de feedback. Donc là, visiblement, ils savent que sur l'US4, il y a des managers qui ont déjà fait des feedbacks en mode démo. Donc l'équipe aura sûrement un peu de retravail là-dessus. Et l'équipe a fait tout un découpage sur l'US5 pour justement se projeter. Se projeter sur l'example mapping qui est en cours, se projeter ensuite sur tout le reste. Elle prévoit une démo
à une certaine période. Hein. Donc là, l'équipe s'est décomposée les semaines en semaines courantes, semaine plus 1, plus 2, plus 3. Et l'équipe voilà, suit ça en planning toutes les semaines, par exemple, pour dire où est-ce qu'on en est et comment on se projette finalement sur la semaine à venir et les 2-3 semaines à venir, peut-être, si on a besoin d'avoir une vision un peu plus large. Et on voit que l'US6, elle est prévue pour plus tard, par exemple. Ça peut être un moyen d'utiliser également la communication visuelle pour facilement se projeter où on en est. Mettez-vous maintenant à la place d'une personne qui arrive dans l'équipe, qui se demande où est-ce qu'on en est, sur quoi on travaille, qu'est-ce qui est en cours. Et avec ce genre de choses, elle peut rapidement finalement savoir où est-ce qu'on en est et raccrocher rapidement les wagons. Elle vient d'arriver dans l'équipe, elle fait OK, il y a déjà 4 US de prêtes, l'US5 est en cours, il y a quelques feedbacks sur la 4, la 6 n'est pas démarrée. Voilà. Et ça se fait de manière assez rapide, pas besoin forcément d'aller consulter un outil complexe d'imputation de tâches, par exemple, pour savoir où est-ce qu'on en est ou pas. En mode très synthétique, elle peut, par du visuel, avoir cette information-là. Je ne sais pas si tu as quelque chose pour compléter, Elodie. Tout à fait. Là, effectivement, sur cet aspect roadmap, ce qui est important ici, c'est vraiment de voir l'évolution, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est. Excusez-moi. Où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on cherche à faire, etc. Et c'est une manière visuelle de le faire. Moi, ce sur quoi je voudrais vous apporter un peu de complément aujourd'hui, c'est aussi sur le suivi côté testing. C'est-à-dire ici, on a une roadmap qui est vraiment globale, mais on peut imaginer aussi un suivi du management au niveau du testing, et cela de manière visuelle. Donc, comment? Là, ici, je vous représente donc le parcours qu'on a utilisé depuis le début, et ce parcours-là, il est dans Jira. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, avec une add-on gratuite, d'avoir ces parcours YEST dans Jira. Donc ici, on a le parcours qu'on a créé tous ensemble dans Jira, et on peut avoir différentes formes d'indicateurs. Premier indicateur qu'on va pouvoir avoir, qui est assez visuel et qui est sympathique, c'est la couverture de conception. C'est-à-dire les tests qu'on avait produits initialement dans YEST, on a la possibilité de les publier dans X-Ray. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, je retrouve, j'avais 8 scénarios. Excusez-moi, en fait, je clique, mais sur le mauvais écran. On a nos 8 scénarios qui ont été publiés et on peut voir qu'ils couvrent tout notre parcours applicatif. Donc, ça nous donne vraiment un indicateur de conception sur nos tests. Donc, c'est un indicateur qui peut être intéressant de connaître, notamment quand on est en agile et qu'il y a beaucoup de changements. Quand on va dire, ouais, non, mais on fait juste une petite modif, c'est rien du tout. Et que finalement, on se rend compte que cette petite modif de rien du tout, elle va impacter la moitié, voire les 3/4 de notre parcours. C'est un super indicateur visuel pour dire, attention, oui, vous êtes en train de faire une petite modif, mais regardez, ça impacte tout le testing, donc il faut se poser des questions. Et ça rentre aussi dans l'aspect aussi Jira, c'est-à-dire dans le sens où on peut très bien créer ces tickets dans Jira, les relier à ces tests et avoir une couverture aussi de nos liens Jira. Ça nous donne aussi des indicateurs, c'est-à-dire si on rajoute une nouvelle règle de gestion, potentiellement, il y a certaines US qu'on ne couvrira plus à cause d'une petite modification. Donc, c'est toujours important d'avoir visuellement cet aspect parcours, cet aspect couverture des liens Jira pour bien comprendre effectivement quels sont les impacts de nos modifications. Et un dernier aspect de suivi, par exemple, ça va être aussi au niveau de l'exécution. Ça, c'est un point qui est extrêmement important quand on est dans un projet, c'est de la couverture d'exécution. C'est-à-dire où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on peut, c'est ce que présentait Benjamin, on en est où là, est-ce qu'on a un go no-go? Habituellement, on peut avoir des visuels comme ceci, c'est-à-dire là, c'est les scénarios de test que je vais avoir exécutés, et je vois que j'en ai un qui n'est pas passé, qui est KO. Généralement, on a l'habitude d'avoir cette vision, ce liste, ou alors le fameux camembert qui met que voilà, il y a une petite part de test qui est en rouge, une petite autre part qui est bloquée, etc. On se dit bon voilà, ça fait voilà, il y a qu'un seul test qui ne passe pas. Bon, ça doit pas être peut-être pas dramatique. Mais si on se repositionne par contre sur une couverture plus visuelle, là, on peut se rendre compte plus facilement des impacts. Là, je sais que par rapport au fait que mon cas de test demande de remboursement sans déclaration de déplacement validé, il ne passe pas, d'accord, ça ne pose pas de problème sur la création de la demande de déplacement, d'accord, ça ne pose pas de problème sur le fait de valider un déplacement. Par contre, je vois que ça remet complètement en jeu le fait de demander le remboursement de mes frais. Donc, il faut que je m'interroge. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on n'est peut-être pas passé à côté de quelque chose sur mes autres cas de test? Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Et c'est là que c'est important, c'est qu'il n'y a que le visuel qui peut nous apporter cette information. C'est-à-dire en voyant juste une grande liste ou un camembert, on n'aura pas forcément cette vision. Que là, le fait d'avoir un autre support visuel en voyant directement sur un parcours métier où est-ce qu'on a un problème, et c'est hyper intéressant au niveau suivi
au niveau prise de décision. Et un manager, lui, ne va pas s'amuser à regarder les 50 tests un par un et essayer de comprendre pourquoi il y en a certains qui sont en rouge ou pas. Il peut se dire, moi, je regarde mon visuel, je vois que sur le visuel, la demande de remboursement, c'est pas bon. Là, je mets no go parce qu'il faut qu'on se pose des questions, parce que ça, c'est central sur notre application. Et donc, du coup, ça apporte vraiment un support supplémentaire à la prise de décision sur différents aspects. Donc, qu'on le fasse à travers des parcours, qu'on le fasse à travers des cartes à haut niveau en voyant les différentes couleurs, en se disant, on peut jauger un peu par rapport à la couleur dominante. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Et c'est ça qui est extrêmement important. Toi, je ne sais pas si Benjamin, tu voulais apporter des derniers compléments sur l'aspect suivi ou si on continue. Non, pour moi, on a fait le tour, et puis je vois l'heure qui tourne, donc moi aussi. donc on va pouvoir aller vers la conclusion. En effet, Voilà. on est à 40 minutes environ, là, donc on a juste le temps de prendre quelques questions. Pas toutes, on répondra par écrit aux autres questions, peut-être auxquelles on n'aura pas pu répondre dans le temps imparti, mais on va essayer de tenir le planning. Alors, il y a quelques questions On peut prendre 3 minutes, Michel, juste pour conclure. On avait 2 slides de conclusion. Ah, vas-y alors, allez-y. Ça ne te dérange pas, merci Michel. Vas-y, Elodie, je te redonne la main. Ouais, on en a vraiment pour pas longtemps. L'idée, c'était vraiment de vous montrer qu'aujourd'hui, on vous avait montré qu'il y avait des supports visuels qui avaient une applicabilité aux tests, c'est-à-dire ils allaient pouvoir être un entrant à la conception des tests, comme on l'a vu, c'est-à-dire on est parti de parcours, de cartes, et on les a emmenés jusqu'à la fin de notre projet. On a pu faire du suivi, et dans le cas des parcours, on a représenté directement les tests, et on l'a fait aussi niveau carte, en ayant nos tests passant en vert, au rouge, en orange, sur différents dashboards. Donc nous, on est vraiment convaincus que les supports visuels, c'est vraiment un super apport. Par contre, il y a des pièges à éviter et je vais laisser Benjamin vous en parler rapidement. Hop, dans l'autre sens, c'est mieux. Ouais, donc en 1 minute, pour qu'on puisse prendre quelques questions. Effectivement, le visuel, il faut l'exploiter à sa juste valeur, trouver les bons bénéfices. Trop de visuel tue le visuel. Grosso modo, si à un moment donné il y a trop de choses graphiques et qui empêchent finalement le cerveau et les yeux de se poser au bon endroit, il faut peut-être se poser la question de découper du coup vos visuels aussi pour remettre en perspective les bons messages. C'est ce qui va vous obliger à structurer et à organiser finalement vos différents visuels pour essayer vraiment d'amener à une fluidité de compréhension des messages que vous voulez faire passer. On l'a dit, adapter le visuel à vos interlocuteurs en fonction des personnes avec qui vous allez échanger, avec qui vous voulez faire passer le message. Vous n'allez pas utiliser les mêmes visuels. Une personne qui a besoin d'une information synthétique très rapide pour un go-no-go ne va pas être la même personne au sein de l'équipe qui a besoin d'un peu plus d'informations détaillées pour la suite. Clairement, une erreur 500 pour un manager, pour être dire je m'en fous complètement, moi ce que je veux savoir c'est si c'est rouge ou c'est vert. Grosso modo, je l'ai fait un peu caricatural, bien évidemment, mais voilà, n'hésitez pas à adapter vos visuels aux interlocuteurs. Et tout ne nécessite pas forcément de mettre du visuel. Tous les contextes ne se prêtent pas forcément au jeu du visuel. Des fois, on a besoin d'aller vers des choses beaucoup plus sémantiques. À vous de trouver le juste milieu entre les deux et exploiter la bonne force du visuel pour servir finalement vos intérêts et accélérer finalement la production logicielle. Et on peut passer aux questions, je pense, maintenant, Elodie, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, tout à fait. Bon, est-ce que vous voulez que je les choisisse? Vous les choisissez? Parce qu'il y en a quand même pas mal et je ne suis pas sûr que dans le temps imparti, on puisse répondre à tout. Mais voilà, je vous laisse peut-être faire le choix des réponses. Il y a la question de Jean-Jacques. Comment faites-vous pour faire apparaître des bouts de parcours Yes dans Klaxoon? Est-ce que c'est de copier-coller ou est-ce qu'il y a un lien plus applicatif? Alors, pour répondre, là, en l'occurrence, on avait juste fait une capture de Yes qu'on a intégré dans Klaxoon. Donc, c'est juste via une image. D'accord. On a une question de Anna. La représentation visuelle est-elle compatible avec des tests automatisés? Alors, c'est pas très clair peut-être comme question, mais ce qui est clair, c'est qu'à partir de tout ce qui a été fait, les tests qui ont été produits dans Yest, l'étape suivante est tout à fait disponible avec Yest et d'autres outils, conjointement avec d'autres outils pour automatiser les tests que vous souhaitez automatiser.
Je vous renvoie pour cela à certains webinaires que nous avons fait sur l'automatisation. Il suffit d'aller sur la chaîne Smart Testing, à la chaîne YouTube de Smart Testing, où vous trouverez des webinaires sur l'automatisation des tests avec Yest. Et en complément, Michel, nous, on utilise beaucoup le visuel, le management visuel, pour se mettre d'accord dans l'équipe sur ce qui est pertinent, en fait, d'automatiser ou pas. Où est-ce qu'on met de l'effort d'automatisation, et on se le fait en mode idéation, justement, sous la forme d'atelier que nous, on appelle le qui teste quoi, en gros. Donc, voilà, et on utilise du support visuel pour faire cet atelier-là. Voilà. Très bien. Une question pour toi, justement, Benjamin, d'Aurélie, qui nous demande sur les projets où vous êtes no test case, vous pouvez détailler, comment gérez-vous l'arrivée de nouveaux testeurs, compréhension, maîtrise de l'appli, etc., monter en compétences? Ouais, c'est une bonne question. En général, on le traite par de l'onboarding. Donc, onboarding à mon niveau en tant que coach test, justement, donc toujours avec des boards visuels qui aident les nouveaux arrivants à aller chercher la bonne information au bon endroit, donc plutôt dans une vision transverse. Et ensuite, c'est au niveau de l'équipe qu'elles y intègrent, en fait, où les gens sont accompagnés par l'ensemble de l'équipe, donc développeurs, future masters, testeurs, s'il y en a déjà un dans l'équipe, pour découvrir l'application, finalement, et le périmètre sur lequel ils vont concrètement intervenir au sein de l'application. Et il y a d'autres onboarding qui sont faits également au niveau du produit, donc par les équipes qui se chargent de ça chez Klaxoon, pour également aussi faire découvrir le produit à tous nouveaux arrivants. Donc en fait, c'est par plutôt l'usage et les échanges qu'on fait tout ça. Encore une question pour toi, Benjamin. Pensez-vous que le management visuel Klaxoon est adapté à des applications complexes, faisant intervenir plusieurs squads? Alors là, on parle effectivement de l'outil Klaxoon en tant que tel. Je ne vois pas d'incompatibilité. Je vais m'appuyer notamment sur différents témoignages qui ont pu être faits. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est chez Orange. Je crois qu'il y a eu plusieurs publications de la part de notre service communication Klaxoon, justement sur des pays planning qui ont été faits avec Klaxoon. Donc, vous imaginez la complexité que ce qu'est un pays planning. Donc voilà. Et de toute façon, pour l'intersquad, encore une fois, tout est question de quel visuel et quel support on veut mettre. Donc, à nous de trouver finalement les bons découpages. Nous, je sais qu'en interne Klaxoon, on n'utilise que Klaxoon pour faire notre produit, par exemple, et on est une dizaine d'équipes. Et on utilise des boards et aussi ce qu'on appelle le network qui permet de faire du regroupement d'activités pour justement organiser, structurer et avoir des canaux d'échange finalement efficaces en utilisant le visuel. Je ne sais pas si ça répond correctement à la question, mais en tout cas, ce sont les usages que nous on utilise quand on a besoin de travailler en multi-équipe. On a cette question aussi de Romain. Comment contourner la méfiance des DSI sur les installations de plugins Jira? C'est gratuit aujourd'hui, ce sera monétisé plus tard. Alors, je ne peux pas parler pour tous les plugins Jira, mais je peux parler pour Yes4Jira, qui se synchronise avec Yes Desktop sur le poste de travail du testeur. Nous, chez Smart Testing, Yes4Jira est effectivement gratuit, mais Yes sur le poste de travail du testeur est un produit sous licence et n'est pas gratuit. Donc, d'une certaine façon, on fait déjà payer l'add-on Yes4Jira avec le produit desktop qui est le cœur du générateur en fait, Yes. Voilà. Donc il n'y a pas de lézard, il y a quand même un paiement à un moment donné avec le produit générateur de tests et producteur de tests. Le module de collaboration dans Jira étant lui effectivement gratuit. Et je compléterai Michel, de toute façon là la question était portée sur Jira, mais finalement quand on prend un peu de recul, pour une DSI, c'est tout ce qui est outillage et valeur ajoutée de l'outillage, c'est toujours à mettre en perspective en fait de l'efficacité, de la productivité et finalement de la valeur que ça vous permet de gagner derrière. Les outils, ce sont des investissements, clairement. Quand vous produisez quelque chose de mieux et de plus rapidement parce qu'il y a des outils qui vous ont supporté à faire cela, ils peuvent avoir un certain coût. Si derrière, vous en gagnez plus derrière parce que vous avez un produit qui est là et qui vous apporte du business plus rapidement, vous allez y aller. Et ce n'est pas le coût de l'outil qui va être un frein. C'est vraiment une vision d'ensemble. Mais la difficulté, c'est comment, moi, opérationnel en bas, j'arrive
prendre ce recul-là et à ce que le recul soit à tous les niveaux. Il n'y a que la chaîne de management qui permet de faire ça, hein, clairement. Je suis tout à fait d'accord. Dans le business, il n'y a pas de coût, il n'y a que du retour sur investissement. Soit on a le retour sur investissement et on peut faire un très gros investissement, soit il n'y a pas de retour sur investissement et à ce moment-là, tout est trop cher. Quel que soit le prix. C'est clair. Même gratuit, c'est trop cher. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. Merci de votre participation, de vos questions, de vos commentaires sur le chat. Le replay du webinaire sera disponible à la fois sur la chaîne YouTube de la Taverne et sur la chaîne YouTube de Smart Testing. Et on se retrouve pour un prochain webinaire de la Taverne. Je ne sais pas si tu as précisé, Marc, quand il serait. Merci à tous. Alors, c'est pas encore totalement définitif, mais en juin, voilà, on aura un webinaire sur l'IA, pourquoi faire, à quoi sert l'IA dans le test. Donc, on aura Bruno Lejard et Antoine Emer Bruno Lejard qui est un chercheur dans le test, qui travaille avec Smart Testing notamment autour de Gravity, et Antoine Emer qui a piloté toute l'étude qui a été faite par Sogeti sur l'état de l'IA dans le test. Et en septembre, on va plus parler de formation au test, parce que les formations sont nombreuses et les manières de se former également. Donc, je pense que ça fera un beau sujet. N'hésitez pas à proposer des sujets pour ces webinaires. Voilà. Eh bien, sur ce... Est-ce que je peux me permettre une petite minute, Michel? Allez, vas-y. Je fais une toute petite pub pour la Paris TestConf. Le CFP est toujours ouvert jusqu'au 31 mai, la Paris TestConf qui aura lieu en novembre prochain. Donc, si certains ont des sujets à proposer, n'hésitez pas, contactez-moi en direct si vous ne savez pas où trouver ou trouver le lien du CFP. Mais voilà, il est toujours ouvert jusqu'au 31 mai, donc n'hésitez pas à proposer des sujets. Et les horaires sont plus accessibles pour ceux qui veulent proposer. C'est pas le soir, donc il n'y a pas d'excuse de je dois garder mes enfants. Bon, très bien. Et puis on se retrouvera sans doute tous à la JFTL. En tout cas, je le souhaite, qui a lieu donc le mois prochain. Ça arrive à grands pas. Merci à tous. Bon appétit, bonne fin de journée et bonne semaine. À bientôt. Au revoir. Bye bye tout le monde. Au revoir.